d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Salut à toutes et à tous. À ce micro, je suis Mohamedou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 23 décembre 2022. Pour commencer, le sommaire. En RDC, la rébellion du M23 accepte de se retirer de Kibumba, une de ses positions stratégiques dans l'Est. Au Togo, le président Faure Gnassingbé limoge la ministre des Armées et nomme un nouveau chef d'état-major. La question des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis juillet est en voie de résolution, selon le ministre ivoirien de la Défense. Au Burkina Faso, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies déclarée persona non grata est priée de quitter le pays. À suivre aussi l'actualité économique et sportive, mais pour commencer, le journal. En RDC, la rébellion du M23 a annoncé ce vendredi accepter de se retirer de Kibumba, une de ses positions stratégiques aux portes de la capitale provinciale Goma, conquise fin octobre. Les précisions avec Jean-Roger Billon. Laurence Kanyuka, porte-parole politique du M23, parle d'un geste de bonne volonté fait au nom de la paix dans un communiqué. La localité de Kibumba est passée sous contrôle du M23 à la mi-novembre après d'intenses combats avec l'armée congolaise, faisant craindre une prise de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Depuis la relance de son offensive en octobre, la rébellion Tutsi du M23 a conquis de vastes pentes du territoire du Nord Kivu, proche du Rwanda, entraînant une brutale montée de tensions entre Kinshasa et Kigali. Kinshasa accuse Kigali de soutenir activement le M23. Le Rwanda dément ces accusations. Pour tenter de résoudre la crise, un sommet organisé il y a un mois à Luanda avait décidé d'un cessez-le-feu le 25 novembre et envisageait un retrait du M23 des zones conquises. Faute de quoi, la force régionale est-africaine en cours de déploiement interviendrait pour déloger les rebelles. Mais jusqu'à présent, le M23 avait gardé ses positions. Ajoutons que des rebelles du M23 ont rencontré ce vendredi à Kibumba les commandants de la force régionale de l'EAC, la communauté d'Afrique de l'Est. En vue de leur retrait de cette position stratégique, a constaté un vidéaste de l'agence France Presse. Des commandants et des dizaines de combattants du M23 en armes ont participé à une cérémonie de passation en présence d'officiers des armées kenyanes, congolaises, rwandaises, ougandaises et sud-soudanaises rassemblés sous la bannière de l'EAC-RF. À la fin de cette cérémonie de près de 2 heures, les journalistes ont été raccompagnés à Goma, laissant derrière eux les rebelles du M23 et les troupes kenyanes de l'EAC-RF devant un bâtiment administratif à Kibumba. Les enquêteurs éthiopiens confirment dans leur rapport final qu'une défaillance d'un logiciel de vol a été à l'origine du crash d'un Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines en mars 2019, a déclaré ce vendredi la ministre éthiopienne des Transports. Le 10 mars 2019, 6 minutes après son décollage d'Addis Abeba, le vol ET-302 à destination de Nairobi s'était écrasé dans un champ au sud-est de la capitale éthiopienne, tuant les 157 passagers et membres d'équipage. Cet accident était survenu moins de 5 mois après celui dans des conditions similaires d'un 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air qui avait fait 189 morts. La succession de ces deux tragédies qui a plongé l'avionneur américain Boeing dans la pire crise de son histoire avait mis en lumière un défaut de logiciel de commande de vol. Va-t-on vers une résolution de la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire, née de la détention de 49 soldats ivoiriens au Mali depuis juillet? C'est en tout cas ce que croit le ministre ivoirien de la Défense après la visite d'une délégation officielle à Bamako. Le point avec Abdourahmane Dia. C'est une question qui est en voie de résolution et nous pouvons dire que nous venons de faire un voyage fructueux ici en terre malienne, a déclaré Ibrahima Téné Ouattara, chef de la délégation officielle ivoirienne. Si le contenu des discussions concernant les militaires ivoiriens n'a pas été rendu public, la rencontre s'est passée dans un esprit fraternel de compréhension mutuelle, a assuré le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Sur Twitter, le ministère malien des Affaires étrangères a annoncé que le Mali et la Côte d'Ivoire ont signé le jeudi, sous l'égide de la médiation togolaise, un mémorandum sur la promotion de la paix et le renforcement des relations de fraternité et de bon voisinage permettant de rétablir la confiance et de traiter tous les sujets d'intérêt commun. Toujours sur cette même plateforme, le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, a félicité le Mali et la Côte d'Ivoire
pour les engagements souscrits, sans dire lesquels. Ce vendredi, en tout cas, l'optimisme semblait de mise dans les médias en ligne maliens et ivoiriens. Les autorités rebelles du Tigré et le gouvernement éthiopien se sont mis d'accord jeudi à Nairobi au Kenya pour créer un organe conjoint de suivi destiné à s'assurer que l'accord de paix signé en novembre est effectivement respecté par tous. Cet organe vise à renforcer la confiance des deux parties dans le processus de paix, enclenché le 2 novembre quand les deux parties ont signé à Pretoria un accord de paix pour mettre fin à 2 ans d'un conflit qui a ravagé le nord de l'Éthiopie, faisant des dizaines de milliers de morts. Au Togo, un important remaniement a eu lieu à la tête de l'armée. Le président Faure Gnassingbé a limogé la ministre des Armées et nommé un nouveau chef d'état-major. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg. Madame Marguerite Essosima Niakade est relevée de ses fonctions de ministre des Armées. Maintenant, le ministère de la Défense est directement rattaché à la présidence sous les ordres de Faure Gnassingbé, le président, qui avait déjà rempli ses fonctions de 2007 à 2020. Le colonel Tassounti Djato, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, est quant à lui promu général et nommé chef d'état-major général des forces armées togolaises. Il remplace le général Dadja Maganawe, nommé à ce poste le 6 décembre 2020. Aucune précision n'a été donnée sur les raisons de ce remaniement. Depuis novembre 2021, le Togo a subi au moins 5 attaques, dont 2 meurtrières dans l'extrême nord du pays, en proie à des incursions des combattants djihadistes. Au Burkina Faso, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Barbara Manzi, a été déclarée ce vendredi persona non grata. La diplomate doit quitter le pays ce vendredi même. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. Le ministère des Affaires étrangères présente ses compliments au bureau de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire au Burkina Faso et voudrait porter à sa connaissance que Mme Barbara Manzi, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, est déclarée persona non grata sur le territoire du Burkina Faso. Peut-on lire dans la note du ministère des Affaires étrangères? La note poursuit qu'elle est donc priée de quitter le Burkina Faso aujourd'hui même, 23 décembre 2022. Barbara Manzi, selon les autorités, a, pour des raisons de sécurité, demandé l'évacuation des familles de diplomates des Nations Unies en poste à Ouagadougou. Les affaires étrangères lui ont demandé d'adresser une lettre officielle des Nations Unies motivant cette décision. La diplomate a marqué un refus, selon la ministre des Affaires étrangères, et a décidé unilatéralement de prendre cette décision. Aussi, la ministre a cité d'autres exemples qui ont rendu difficile la collaboration entre la diplomate et Ouagadougou. Le gouvernement burkinabé rassure tout de même que ses relations restent bonnes avec le système des Nations Unies, qui constitue une entité de référence avec en son sein 33 agences représentées au Burkina Faso, indique la ministre des Affaires étrangères. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. L'enquête ouverte par la justice espagnole sur la mort d'au moins 23 migrants africains et a tenté de pénétrer fin juin dans l'enclave de Melilla depuis le Maroc a été classée sans suite. Selon le parquet, aucun des agents n'a eu connaissance de la chute de migrants les uns sur les autres et n'a su qu'il y avait des personnes en situation de risque qui nécessitaient de l'aide. Le parquet souligne aussi que l'attitude des migrants a été constamment hostile et violente envers les agents marocains et espagnols. Il précise toutefois avoir transmis aux responsables des forces de sécurité des éléments pour d'éventuelles poursuites disciplinaires contre des agents suspectés d'avoir jeté des pierres sur des migrants. Il appelle en outre les autorités espagnoles à mettre en œuvre les mesures nécessaires afin que les migrants puissent déposer des demandes d'asile en bonne et due forme et n'aient plus à tenter de franchir la frontière illégalement. En France, au moins 3 personnes sont décédées après avoir été touchées par des tirs ce vendredi, peu avant midi, dans le 10e arrondissement de Paris, a indiqué le parquet. Selon les faits, se sont déroulés rue d'Anguien, au niveau d'un centre culturel kurde, dans un quartier commerçant et notamment prisé de la communauté kurde. Une enquête a été ouverte sur des chefs d'assassinat, homicides volontaires et violences aggravées. Un homme âgé entre 60 et 70 ans a été interpellé et placé en garde à vue, selon le parquet de Paris.
16 militaires ont été tués ce vendredi dans le nord-est de l'Inde dans l'accident de leur camion qui a dérapé sur une pente raide avant de s'écraser. Dans un communiqué, l'armée indienne annonce qu'une mission de sauvetage a été immédiatement lancée et 4 soldats blessés ont été évacués par voie aérienne. L'État de Sikkim où s'est produit l'accident possède certaines des routes de haute altitude les plus dangereuses de l'Inde, en particulier le long de sa frontière isolée de l'Himalaya avec le Tibet. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Abdourahmane Dia. Brazzaville vient de mener une étude afin d'accroître les recettes non pétrolières et diversifier l'assiette fiscale en mettant l'accent sur la collecte de l'impôt foncier et immobilier. Le Congo pourra ainsi combler ses déficits financiers et promouvoir le développement en lien avec la bonne gouvernance, indique PRISP, qui est un outil gouvernemental d'accompagnement des réformes de gouvernance. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 40 millions de dollars. Shell va verser 15 millions d'euros d'indemnisation à des fermiers nigérians pour des fuites de pétrole ayant gravement pollué 3 villages dans le delta du Niger, ont fait savoir ce vendredi le géant pétrolier et l'organisation Milieu Defense. Cette décision suit celle de la justice hollandaise qui avait conclu en 2021 que la filiale de Shell au Nigeria était responsable des dommages résultant des déversements. Enfin, le Ghana a décidé d'exempter les fonds de pension de son programme de restructuration de la dette intérieure, selon une lettre signée jeudi entre le gouvernement et les syndicats. Pour essayer d'atténuer une crise économique en cours, Accra a négocié un prêt de 3 milliards de dollars du FMI qui est conditionné à une restructuration complète de sa dette. Et maintenant, l'actualité sportive. Nous accueillons dans ce studio Timothée Donangmai. Salut Timothée. Salut Mamadou. Après l'enthousiasme suscité par le mondial 2022 au Qatar, les yeux des sportifs africains sont maintenant tournés vers le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2023, prévu du 13 janvier au 4 février en Algérie. Et oui Mamadou, rappelons le calendrier de cette compétition tel que publié par la CAF. Un match d'ouverture, le pays hôte, l'Algérie, affrontera la Libye au stade Nelson Mandela de Baraki. L'autre match de ce groupe A opposera l'Éthiopie au Mozambique. Pour la deuxième journée, les Fennecs locaux rencontreront l'Éthiopie le 17 février et pour leur troisième match, ils affronteront le Mozambique. Le groupe B, composé de la RD Congo, de l'Ouganda et de la Côte d'Ivoire ainsi que du Sénégal, jouera ses matchs au stade du 19 mai 1956 à Annaba. Le stade Shahid Amlaoui de Constantine accueillera le groupe C, où le Maroc, le Soudan, Madagascar et le Ghana tenteront d'obtenir une place au second tour. Quant au dernier groupe, le Cameroun, le Congo-Brazzaville et le Niger devraient se battre pour leur billet pour les quarts de finale au stade Miloud Hadefi d'Oran. Après 2 jours de repos, les équipes qualifiées pour le second tour reprendront la compétition le 27 janvier avec les quarts de finale qui se joueront sur 2 jours. Les demi-finales sont prévues le 31 janvier à Alger et Oran. Le match de classement aura lieu le 3 janvier pour faire place à la grande finale qui se jouera le samedi 4 janvier au stade Nelson Mandela de Baraka. Et puis Timothée, le gardien camerounais André Onana renonce à jouer avec les Lions indomptables. Et oui, Mamadou, écarté de la sélection camerounaise lors du mondial 2022 pour indiscipline, Onana a annoncé sa retraite internationale dans un message sur Twitter ce vendredi. À 26 ans et 34 sélections, le gardien de l'Inter Milan met un terme à sa carrière internationale après un mondial 2022 terni par une exclusion du groupe pour indiscipline, sans précision sur les raisons de cette mise à l'écart. Le Français Blaise Matuidi, lui, met fin à sa carrière professionnelle. Le champion du monde 2018 avec l'équipe de France l'a annoncé ce vendredi dans une vidéo publiée sur YouTube. L'ancien milieu de terrain, 35 ans, n'avait plus joué depuis plus d'1 an avec l'Inter Miami, son dernier club qui l'avait écarté de sa liste de joueurs pour la saison 2022 de la MLS, le championnat nord-américain. L'organisation du sport travailliste et amateur confirme la tenue des Jeux africains à Brazzaville, au Congo. Profitant de son séjour de travail à Brazzaville, le président de l'OSTA, le Camerounais Evel Malik Atour, a annoncé que le Congo abritera dans 2 ans
la deuxième édition des Jeux africains des travailleurs. C'était lors d'une rencontre avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, Hugues Nguelondele, le 20 décembre. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa, place à présent au dossier du jour. Plus que 2 jours avant la célébration de Noël, les traditions demeurent depuis la nuit des temps, mais cette année aux États-Unis, il y a pénurie de Père Noël. Il n'y a pas eu assez de volontaires arborant le bonnet rouge et la barbe blanche pour apporter des cadeaux aux enfants. Reportage d'Aaron Ranen depuis New York, le récit est de Lionel Gaïma. Les sapins et lumières de Noël scintillent à New York. Les grands magasins sont illuminés avec des vitrines bien achalandées pour attirer les foules des clients. Tout est festif et joyeux, sauf il y a de nombreuses chaises vides où le Père Noël avait l'habitude de s'asseoir pour accueillir les enfants. Les États-Unis subissent une pénurie de Père Noël et c'est du jamais vu. Mitch Allen est fondateur de la compagnie Hire Santa qui recrute le Père Noël. La pénurie que nous constatons est due à la demande, que ce soit pour une visite à domicile ou dans un centre commercial. Notre demande a augmenté de plus de 20% par rapport à l'année dernière et de plus de 120% par rapport au niveau avant la pandémie. Pour chaque Père Noël qui nous contacte, nous avons 20 clients qui attendent. Aussi, le Covid qui a fait des ravages à New York a eu aussi un effet sur l'offre et l'épidémie de grippe qui a suivi n'a pas arrangé les choses. Mike Allen, fondateur de Hire Santa, et Santa Claus, bien sûr, et l'appellation du Père Noël ici aux États-Unis. Écoutons à nouveau Mitch Allen, fondateur de Hire Santa. En 2020 et 2021, le Covid a été particulièrement dur pour la communauté des Pères Noël. Nous avons perdu plusieurs centaines de Pères Noël, environ 10% au cours de ces 2 dernières années, soit à cause de la pandémie, soit pour cause de retraite. Malgré tout, certaines communautés qui ont eu plus de chance et ont pu réserver un Père Noël, comme dans ce quartier huppé de Middletown dans le New Jersey, Gary Tulp est l'hôte de la fête du Père Noël. Nous sommes très chanceux, très bénis d'avoir quelqu'un qui était déjà prêt à venir participer à un événement spécial pour nos enfants. Nous savons qu'il est difficile de trouver des gens de nos jours et nous sommes vraiment reconnaissants. C'est très amusant pour les enfants. Et les enfants ont leur propre raison de vouloir parler au Père Noël. Avec la permission de ses parents, la jeune Emily et de la fête. Il y a beaucoup de cadeaux que tes parents ne te laissent pas acheter parce qu'ils sont trop chers, mais tu peux toujours compter sur le Père Noël pour les obtenir. Les Pères Noël sont toujours heureux de donner un coup de main aux petits, sauf que cette année, ils se sentent particulièrement débordés. James Kelly enfile ce manteau de Père Noël pendant cette période. J'ai reçu 20 demandes aujourd'hui que j'ai dû refuser parce que je suis déjà réservé à certaines heures. Au cours des 2 derniers mois, j'ai refusé 580 demandes. J'ai vérifié ce matin, 580 demandes refusées. Ça vous brise le cœur. Pour remédier à cette pénurie, des organisations comme The Worldwide Santa Claus Network renforcent leur programme d'éducation pour inciter d'autres personnes à rejoindre la grande famille des Pères Noël. Ed Taylor, fondateur du Worldwide Santa Claus Network. So I created a bunch of classes and free e-books for people that think, well, maybe it'd be fun to portray Santa and decide whether or not this is right for them. So yeah, I'm on a big mission to recruit people with big hearts to give old Santa a hand. Oui, je suis en mission pour recruter des personnes au grand cœur, prêts à donner un coup de main au vieux Père Noël. Avec ces efforts de sensibilisation, on peut qu'espérer qu'il y aura des Pères Noël l'année prochaine pour célébrer les fêtes et surtout faire rêver et rendre les enfants heureux. Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
L'Ouganda a reçu jeudi 2 autres vaccins potentiels pour un essai contre la souche soudanaise du virus Ebola. Le pays a enregistré 142 cas confirmés et 52 décès depuis l'épidémie en septembre, mais n'a pas eu de nouveaux cas depuis fin novembre. Reportage de Halima Atoumani depuis Entebbe, récit Abdourahmane Dia. L'Organisation mondiale de la santé a remis jeudi aux autorités ougandaises plus de 4000 doses de vaccins expérimentaux contre le virus Ebola, dont 2000 doses du vaccin Oxford de l'Indian Serum Institute et un peu plus de 2000 doses du fabricant américain Merck. Cela porte le total de doses disponibles en Ouganda à plus de 5000 après la réception la semaine dernière d'un premier millier provenant de l'Institut Sabin des États-Unis. Les vaccins ont été envoyés pour être utilisés dans le cadre d'un essai contre une épidémie d'Ebola de souche soudanaise qui a tué 55 personnes depuis septembre. Mais le pays n'a pas enregistré de nouvelles infections depuis le 27 novembre. Ce succès a été salué par la ministre ougandaise de la Santé, Jane Ruth Aceng, qui dit aussi que cela signifierait qu'il faudra modifier les plans pour tester les vaccins sur les personnes qui ont été en contact avec les personnes infectées. So the trial will not stop. L'essai ne s'arrêtera pas. Ce qui sera fait, c'est seulement une révision du protocole pour changer la méthodologie. Au lieu de donner le vaccin aux cas contacts, si les experts mondiaux le conseillent, on le donnera aux volontaires qui sont prêts. Et ces volontaires viendront volontairement gratuitement. Le chercheur principal de l'essai du vaccin contre le virus Ebola, le Dr Bruce Kirenga, affirme qu'ils font participer les communautés, mais qu'ils devront attendre une réunion d'experts mondiaux le 12 janvier pour finaliser et approuver la nouvelle conception de l'essai. Parce que nous avons commencé à engager ces contacts vers le 15e jour, je pense. Le 15e jour dont nous disposions n'était pas suffisant pour nous permettre de mener à bien les processus de vaccination. Mais en fait, le processus d'essai avait commencé. Samedi dernier, c'est la vice-présidente Jessica Alupo, s'exprimant à la télévision, qui a annoncé la levée de toutes les restrictions de mouvement et la levée du couvre-feu dans les districts de Mubemba et Kasonda avant effet immédiat. Nous avons maintenant la capacité en Ouganda de faire un essai du vaccin contre la souche soudanaise d'Ebola, même si elle ne se propage pas ici aujourd'hui et qu'elle se propage dans un autre coin du monde. Le Long Institute de l'université Makerere possède toutes les connaissances, les compétences et la capacité de réagir. L'Organisation mondiale de la santé considère que le pays a commencé le compte à rebours vers la fin de l'épidémie. Cette maladie est réapparue dans le centre de l'Ouganda avec un premier cas issu d'une souche dite soudanaise signalée le 20 septembre dans le district de Mubembe. La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville. Au Mali, 2 femmes font beaucoup parler d'elles en ce moment. L'une a donné naissance à 5 bébés et l'autre à 9 bébés suite à des césariennes. Les tout-petits se portent bien ainsi que leur maman. Mariam Kouyaté est allée voir le quotidien de ces familles. Samoa Kone, la quarantaine, a donné naissance par césarienne à des quintuplés, une fille et 4 garçons, le 17 juillet 2022 à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako. Depuis la naissance des bébés, de grands changements s'accumulent dans le quotidien des parents. C'est pas facile pour nous. Au réveil le matin, je m'occupe tout d'abord des biberons pour la préparation. Je me fais aider par une nièce. Ainsi, les autres travaux se suivent. Quand ils pleurent tous à la fois, je prends 2 bébés. Mon mari également prend 2 bébés. Et on essaie de calmer le 5e étant couché. Par contre, la situation est différente dans la famille Arbi. Alima Sissé a 26 ans. Elle a battu le record en donnant naissance à 9 bébés, 5 filles et 4 garçons, suite à une césarienne au Maroc. Pourtant, l'imagerie médicale ne laissait voir que 7 fœtus.
Alima avait été transféré au Maroc pour un meilleur suivi de sa grossesse. Aujourd'hui, ces nonupleux ont plus d'1 an. La famille bénéficie beaucoup de soutien par rapport à celle des quintuplés. Kader Arbi est le repère des enfants. Sauf qu'ici, c'est exceptionnel. L'État a mis à notre disposition d'autres nounous, des pédiatres, des infirmières qui viennent à tour de rôle voir les paramètres des enfants. En guise de reconnaissance, Alima Cissé est revenu au Mali avec le record Guinness du plus grand nombre de bébés. Très contente d'avoir eu cette trophée au nom du Mali. 6 ministres du gouvernement malien, toutes des femmes, ont rendu une visite de courtoisie à la famille. Au nom du gouvernement, Mme Dédéo Ousmane, ministre de l'Éducation nationale, a salué ce geste qui honore le Mali, particulièrement toutes les mamans et grand-mères. Ils sont revenus fort heureusement avec le Guinness des records. Et c'est un plaisir et c'est un honneur. Les parents des quintuplés reconnaissent eux aussi les efforts du gouvernement en faveur de leurs bébés, mais ils demandent un appui pour sécuriser l'avenir des enfants compte tenu de la situation financière de la famille. Vénambé Cissé, père des bébés. Je suis content d'avoir 5 bébés en même temps, mais j'avoue que je suis très préoccupé pour leur avenir. On souhaite que l'État malien nous donne un toit à Bamako. Certains membres du gouvernement malien ont eu des homonymes parmi ces nonuplés et quintuplés, dont le colonel Assimi Goïta. L'un des nonuplés porte le nom du roi Mohamed VI du Maroc. Les bébés sont en parfaite santé ainsi que leur maman. Les nonuplés sont toujours pris en charge par la clinique au Maroc où ils sont nés. Mariam Kouyati Bamako pour la Voix de l'Amérique. Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM. Les Nations Unies affirment que les prix élevés des denrées alimentaires en 2022 ont conduit à une crise d'accessibilité qui a poussé des millions de personnes supplémentaires dans la faim. La correspondante de la VOA à l'ONU, Margaret Becher, s'est entretenue avec des experts sur la situation et les attentes pour 2023. Davantage avec Gabi Dorsil. 349 millions, c'est le nombre de personnes sur la planète qui ne savent pas où elles trouveront leur prochain repas, selon le PAM, le Programme alimentaire mondial. Et ce nombre ne cesse d'augmenter. L'agence affirme que d'ici la fin de cette année, elle aura nourri un nombre record de 150 millions de personnes parmi les plus vulnérables. Les experts indiquent qu'une combinaison de facteurs est à l'origine de l'insécurité alimentaire. La pandémie de Covid-19, les conflits, les chocs climatiques, y compris les inondations et les sécheresses, le coût de l'énergie et l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février. Arif Hussein est économiste en chef au Programme alimentaire mondial. But even before the war in Ukraine, the food prices were at a 10-year high. Mais même avant la guerre en Ukraine, les prix des denrées alimentaires étaient au plus haut depuis 10 ans. Le coût du carburant était à son plus haut niveau depuis 7 ans. On parlait déjà d'inflation. Alors, quand cette guerre est arrivée en Ukraine, elle a tout amplifié. En partie parce que l'Ukraine et la Russie sont des greniers pour des dizaines de pays. Écoutons Will Martin de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires à Washington. Ukraine and Russia are important players in production, world wheat production. Their market shares of about 4 and 8%. L'Ukraine et la Russie sont des acteurs importants de la production mondiale de blé. Leurs parts de marché sont d'environ 4 et 8%. Et une part beaucoup plus importante dans les exportations mondiales. Donc, si vous n'avez pas de grains qui circulent librement du bassin de la mer Noire, vous allez avoir de gros problèmes à l'extérieur. La guerre a également fait grimper les prix de l'énergie par crainte de rupture d'approvisionnement et de sanctions sur les exportations russes de pétrole et de gaz. Les prix des engrais ont augmenté de 250% par rapport à 2019, selon l'ONU. La moitié de la production alimentaire mondiale dépend des engrais et les petits agriculteurs qui n'ont pas les moyens d'en acheter suffisamment ont vu leur récolte diminuer. De nouveau, Arif Hussein du PAM. En ce moment, avec tout ce qui se passe, nous assistons essentiellement à un manque d'environ 66 millions de tonnes d'aliments de base
en raison de la pénurie ou du caractère inabordable des engrais. Je parle de cultures comme le blé, le maïs, le riz. Alors que 66 millions de tonnes de nourriture, c'est assez pour nourrir 3,6 milliards de personnes pendant un mois. Face à la montée de l'insécurité alimentaire, l'ONU a récemment nommé son premier coordinateur de prévention et de réponse à la famine pour diriger ses activités à l'échelle du système. Ainsi va le monde aujourd'hui. Mohamedou Oumfa, je vous souhaite par anticipation bonne fête de Noël. Au revoir.